Bien, bonsoir, heureux de vous accueillir tous. Je me présente brièvement, je suis François Mauguière, je suis le président de la Fondation Neurodis qui organise cette séance de ce soir. Je suis neurologue de formation et pas psychiatre ni psychologue, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur des thématiques comme la douleur sociale, en relation avec le cerveau. Donc Neurodis, un tout petit mot pour vous présenter notre fondation. Cette fondation a été créée il y a 10 ans exactement, sur un appel d'offres dans le cadre de la constitution des pôles régionaux d'excellence. Et elle a été créée par le ministère de la Santé d'une part et le ministère des Universités et de la Recherche d'autre part, avec pour objectif, premièrement, de s'intéresser exclusivement aux neurosciences et aux neurosciences dans le périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avions déjà intégré l'Auvergne en 2007, donc préfigurant les futures décisions gouvernementales, et bien sûr incluant toutes les recherches concernant toutes les maladies du système nerveux, aussi bien de nature neurologique que de nature psychiatrique. Cette conférence tombe au lendemain de la journée mondiale de la santé mentale, organisée par l'OMS, qui cette année avait pour thème santé mentale et travail. Le thématique de la souffrance au travail pourrait d'ailleurs être l'occasion d'une autre conférence Neurodis dans le futur. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est un enjeu majeur de santé publique. L'OMS elle-même estime, je ne sais pas si Mohamed Saoud a des chiffres statistiques à ce propos, mais à peu près à 300 millions à la surface du globe, la population de patients qui souffrent de dépression. Et notre soirée se composera de 2 parties. Une première partie qui sera animée par Ivana Belouin, qui est neuropsychologue, et Mélanie Sève, psychologue, qui sont rattachés à l'association de recherche en criminologie appliquée. Cette association comporte des psychologues, des criminologues, des sociologues et des juristes qui travaillent notamment en étroite relation avec les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et la préfecture, et qui a comme action essentielle d'apporter un soutien opérationnel au quotidien sur, d'une part, l'expertise psychologique en relation avec les instances institutionnelles, l'évaluation et la prise en charge psychocriminologique des auteurs d'infractions, mais également l'évaluation et la prise en charge psychovictimologique des victimes d'infractions, et également l'évaluation et la prise en charge des problématiques de radicalisation. L'ARCA est d'ailleurs reconnue pour sa compétence dans le domaine de la radicalisation, puisqu'elle est porteur d'un projet auprès de la Commission européenne sur cette thématique. Donc Ivana Belouin et Mélanie Sève aborderont les mécanismes qui sous-tendent la dépression et rapporteront des études de cas où la radicalisation peut être comprise comme un symptôme dans le contexte de la dépression. Et puis la deuxième partie sera animée par mon collègue Mohamed Saoud, qui est professeur de psychiatrie à l'Université Lyon 1, chef de service du service de psychiatrie adulte à l'hôpital neurologique et qui est chercheur au sein d'une équipe intitulée Désordre psychiatrique, de la résistance à la réponse, rattaché au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Lui, il abordera les questions de la rémission et de la guérison de la dépression et les questions des solutions thérapeutiques actuellement disponibles pour y parvenir. Donc il me reste à remercier l'Université de Lyon qui a mis à notre disposition gracieusement cet amphithéâtre, les partenaires dont le LabEx Cortex, l'INSERM, et tous les bénévoles de Neurodis pour leur aide dans la diffusion de l'information, l'association ARCA, bien sûr, nos orateurs, et vous pour être venus si nombreux ce soir. Je terminerai également en disant que si vous souhaitez avoir des informations concernant les actions de la Fondation, eh bien, je vous invite à rejoindre le site de Neurodis. Il vous suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré Neurodis et vous aurez toutes les informations concernant nos activités. Je terminerai en cédant le micro à Charlène Bezacier, ici présente, qui est de la Fondation Neurodis. Elle aura la lourde responsabilité d'être maître des horloges au cours de cette soirée. Et si j'ai bien compris,
la maîtrise du temps et des horloges est un élément crucial aux yeux de notre nouveau président de la République. Donc je lui souhaite de réussir dans ce domaine. Bien, merci. Merci beaucoup à tous d'être venus. Donc, je vais effectivement passer la parole à l'association ARCA. Je reprendrai le micro ensuite pour le temps de questions-réponses. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. On remercie évidemment la Fondation Neurodis de nous avoir accueillis et d'avoir organisé cette conférence ce soir. Alors, nous avons décidé de parler à deux voix, ma collègue Mélanie Sève et moi-même ce soir, d'une part de la dépression, ensuite de la radicalisation. Je lui passerai le micro à ce moment-là. En guise d'introduction, je souhaitais plutôt fixer le contexte de la dépression, qui est une maladie dont on entend souvent parler, mais parfois un petit peu difficile à cerner ou en tout cas à définir. Et ça fait partie des enjeux que de bien comprendre ce qu'est la dépression pour justement bien la soigner, puisque comme il a été dit juste avant, elle concerne beaucoup de personnes. Voilà, donc pour les spécialistes de la question, je vais malheureusement rien vous apprendre ce soir, mais bon, j'espère que ça vous intéressera quand même. Voilà, et puis pour les autres, eh bien, voilà, ça permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'est la dépression et surtout de bien redéfinir son contexte pour, vous allez voir, que le diagnostic soit plus clair. Donc, qu'est-ce que la dépression, justement ? Il s'agit bien d'une maladie psychiatrique. C'est pas simplement un coup de déprime ou une tristesse passagère qui peut être par ailleurs extrêmement douloureuse et compliquée à gérer, mais là, on est bien dans le champ de la psychiatrie. C'est une affection qui est courante. On le disait tout à l'heure, elle concerne 300 millions de personnes dans le monde, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Donc, on estime que près d'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. En France, plus précisément, elle est l'une des maladies psychiques les plus répandues. En 2010, près de 5 millions de personnes ont été touchées par un épisode dépressif durant l'année. Alors ça concernait plus précisément au niveau des chiffres les 15-85 ans à 7,5%. 25,5% des personnes, c'était des personnes âgées entre 15 et 54 ans, et 4,4% seulement pour les personnes âgées entre 55 ans et 85 ans. Donc une maladie qui touche plutôt la population jeune. Et environ 2 fois plus de femmes sont diagnostiquées comme souffrant de dépression. Un premier épisode dépressif peut se résoudre par une rémission spontanée dans les 6 mois à 1 an. Mais les épisodes isolés sont très rares. La première dépression annonce souvent une récidive, globalement dans les 5 ans, dans 50% à 80% des cas. Plus les récidives sont nombreuses, plus la dépression est sévère et plus le pronostic à long terme est sombre. L'objectif du traitement est donc certes de réduire les symptômes de la dépression, mais aussi et surtout de prévenir les récidives. Concernant le diagnostic, alors dans tous les pays, quel que soit le niveau de revenu des personnes, les personnes déprimées sont pas souvent diagnostiquées correctement. C'est-à-dire que elles peuvent être pas diagnostiquées du tout, mal, ou alors les personnes qui, au contraire, ne sont pas affectées par ce trouble, se voient parfois prescrire des antidépresseurs. C'est beaucoup le cas en France, puisque nous sommes de gros consommateurs d'antidépresseurs. Pourtant, la dépression répond à des critères très précis qui ont été fixés par l'OMS d'une part et par l'Association américaine de psychiatrie. Alors, je vous ai mis les 9 symptômes caractéristiques. Pour que le diagnostic de dépression soit posé, il faut que la personne en présente au moins 5, qu'elle ait présenté presque tous les jours pendant les 2 dernières semaines. Et il faut obligatoirement que l'un des 2 premiers symptômes, c'est-à-dire la tristesse quasi permanente et la perte d'intérêt ou du plaisir qu'on appelle aussi anédonie, soit présente.
Pour les patients qui présentent entre 5 et 7 symptômes parmi ceux-là, on va parler de dépression légère à modérée. Si ça dépasse 8, là, on va parler de dépression sévère. Alors, il y a aussi des échelles, des auto-questionnaires, des échelles de dépression qui permettent de préciser un petit peu les symptômes chez les personnes. Quand elle perdure et que son intensité est modérée ou sévère, et elle peut devenir une maladie très grave. Elle va envahir tous les domaines de la vie de la personne, professionnelle, familiale, etc., jusqu'à conduire potentiellement au suicide. Donc un mot sur le suicide, justement. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans, donc toujours selon les sources de l'OMS. Et la dépression est la première cause de suicide, puisque près de 70% des personnes qui se suicident souffraient d'une dépression, le plus souvent non diagnostiquée ou non traitée. Voilà, d'où l'importance effectivement de pouvoir bien la diagnostiquer. Donc le risque de tentative de suicide est multiplié par 21 en cas d'épisode dépressif et par 4 en cas de rémission partielle par rapport à la rémission complète, bien sûr. Au final, entre 5 à 20% des patients se suicident et les personnes sous antidépresseurs au long cours ont un risque suicidaire moindre. Alors, il est important de savoir, par rapport au suicide, que les personnes qui ont recours au suicide ne voulaient pas nécessairement mourir. On entend souvent les personnes expliquer que, par exemple, si elles ont pris des traitements, c'était avant tout pour dormir et mettre fin à une souffrance intolérable et trop compliquée pour elles. Les personnes se retrouvent dans une forme un petit peu d'impasse. Ils ont l'impression qu'il n'y a plus du tout de solution qui s'ouvre à eux et le suicide devient un peu la seule échappatoire qu'ils trouvent. Et important aussi de savoir que l'immense majorité des personnes qui ont des pensées suicidaires ne vont pas nécessairement faire de tentative. Alors, pourquoi la dépression survient-elle ? Les causes, elles sont multiples. Une dépression, déjà, elle peut survenir à tout âge de la vie et dans toutes les circonstances d'une personne à une autre. Les causes sont aussi bien physiques et biologiques que psychiques et psychosociales. Et en fait, c'est le résultat de ces mécanismes, alors pas toujours bien connus, mais en tout cas très liés, puisqu'en fait, la biologie est sans cesse modulée par la psychologie et inversement. Donc, l'association d'un traitement médicamenteux et la prise en charge psychothérapeutique est donc proposée, puisque effectivement, le traitement médical seul ne fera pas tout, et à l'inverse, une prise en charge psychothérapeutique n'est pas à elle seule le moyen de pouvoir traiter cette maladie. Il faut absolument avoir comme levier le traitement pharmacologique. Donc un petit mot sur justement les différents facteurs. Donc j'insiste sur le fait que voilà, c'est pas un ou l'autre des facteurs, c'est bien l'ensemble des facteurs qui peuvent communiquer entre eux pour causer cette maladie-là. Donc les facteurs psychologiques, certains des mécanismes trouvent leur origine dans l'enfance, par exemple la qualité des premières relations avec les parents, ou d'autres peuvent être liés à des choses plus actuelles, comme les traumatismes ou les deuils, etc. Les personnes souffrant de dépression expriment parfois des croyances négatives, c'est-à-dire qu'elles vont se croire incapables ou indignes de faire certaines choses, et elles envisagent les choses d'une manière toujours très pessimiste, à la fois pour le monde qui les entoure, mais aussi pour elles-mêmes. Du coup, c'est en agissant sur ce genre de mécanisme psychologique que la psychothérapie devient intéressante. Ensuite, la question génétique. Alors, une personne dont l'un des parents a fait une dépression a 2 à 4 fois plus de risques d'être dépressive au cours de sa vie. Alors attention, on n'est pas en train de dire que parce que une personne fait une dépression, nécessairement, elle va mettre au monde des enfants qui seront dépressifs, absolument pas. Là, ce qui va être transmis, c'est une forme de vulnérabilité, d'une fragilité, qui, associés à d'autres facteurs, pourront provoquer cette pathologie, mais pas nécessairement à chaque fois. Alors c'est le cas dans beaucoup de pathologies psychiatriques, parce que ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est pour ça que souvent, on va demander aux patients les antécédents familiaux pour y voir un petit peu plus clair.
Alors, beaucoup de recherches se font à ce sujet-là pour essayer d'améliorer les traitements. Ensuite, les facteurs liés à l'environnement. Donc là, il s'agit d'événements perturbants, un stress excessif causé par exemple par un conflit familial, par le travail, etc. Donc on va avoir ces facteurs dits précipitants qui peuvent déclencher la maladie, toujours associés à autre chose, mais en tout cas précipiter la maladie. C'est pour ça qu'on parle de facteurs précipitants ou facteurs de risque. Et puis aussi l'absence parfois de facteurs protecteurs. Par exemple, l'absence dans l'entourage de la personne de personnes qui vont être valorisantes, qui vont être proches et réconfortantes. Donc l'absence de certains facteurs de protection peut aussi être considérée dans les facteurs liés à l'environnement. Ou l'engagement dans des activités intéressantes. Voilà. Les personnes isolées, par exemple, sont plus touchées. Voilà. Des facteurs liés à la santé physique, donc là, la présence d'une maladie chronique, d'un handicap, la dépendance aux produits toxiques, tout ça, sont des facteurs qui favorisent la survenue de la dépression. D'autant que, en ce qui concerne la prise de toxiques, si la personne a un sentiment de mal-être au départ, elle peut se tourner vers les produits pour essayer d'apaiser cette angoisse. Le problème, c'est que voilà, cet apaisement, ce sera un petit peu factice et ce sera éphémère, et ça va plutôt, au contraire, par la suite, intensifier les angoisses. Du coup, il faudra plus de produits pour pouvoir de nouveau s'apaiser, et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt un cercle vicieux qui se met en place à ce moment-là. Et enfin, les facteurs biologiques. En fait, lors d'épisodes dépressifs, le fonctionnement du cerveau est perturbé. La chimie se dérègle un petit peu, alors que dans certaines parties du cerveau, bien sûr. Et ce dysfonctionnement, du coup, il va perturber les émotions, le plaisir ou la motivation de la personne. C'est difficile à l'heure actuelle de savoir si ces perturbations biologiques sont à l'initiative de la dépression ou si c'est l'inverse. Voilà, l'œuf ou la poule, on ne sait pas bien. Pour un petit peu mieux comprendre, je vous ai proposé un petit support vidéo pour voir un petit peu. Alors ça, ce sont les 3 neurotransmetteurs du cerveau, sur quoi ils agissent, un petit schéma. Et puis, je vous laisse une petite vidéo d'1 minute ou 2, je ne sais plus, pour essayer de comprendre les choses. L'encéphale est composé de 2 millions de cellules nerveuses interconnectées appelées neurones. Afin qu'une personne puisse penser, se déplacer ou ressentir, ces neurones doivent communiquer entre eux. C'est ce qu'ils font en envoyant et recevant des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Lorsqu'un neurotransmetteur est libéré à partir d'un neurone, il traverse une fente ou synapse et se lie à un récepteur situé sur un autre neurone, faisant ainsi passer le signal. Bien que la dépression puisse être déclenchée par un événement émotionnel de la vie d'une personne, on a lié une baisse des niveaux de l'un des neurotransmetteurs, la sérotonine, à la biologie de la dépression. Voilà, c'est un petit schéma assez simpliste, mais qui, je trouvais, était assez clair. Alors, du coup, l'intérêt pharmacologique, ça va être ça. Ça va être d'essayer de régler un petit peu ce dérèglement chimique. Mais bon, le professeur Saoud en parlera bien mieux que moi, je pense. Pour terminer, sur les derniers travaux qui sont faits autour de la dépression, c'est important de voir qu'aujourd'hui, on se rend compte que la dépression s'aggrave avec le temps parce qu'elle va avoir des effets irréversibles sur le cerveau. C'est-à-dire qu'elle va altérer ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Qu'est-ce que c'est que la plasticité cérébrale ? C'est notre capacité, enfin c'est la capacité du cerveau à, entre guillemets, se remodeler ou en tout cas à s'adapter à son environnement. Exemple, en cas de traumatisme crânien, par exemple, vous avez une lésion à une certaine région du cerveau. Cette région, elle est le siège d'une fonction qui peut plus du coup être prise en charge par cette région-là qui est lésée. Du coup, le cerveau a cette capacité de trouver des régions soit tout autour de la lésion pour prendre le relais et assurer cette fonction, soit pour utiliser dans l'hémisphère opposé la région qui pourrait s'en occuper à sa place, on va dire. Et on voit que la dépression, au fur et à mesure des épisodes, cette plasticité-là, elle va être vraiment altérée.
Donc, d'où l'importance de bien gérer les récidives, comme on le disait au tout départ. Et enfin, donc, les chercheurs de l'INSERM, ils ont mené une étude chez plus de 2000 patients qui avaient connu entre 1 et 5 épisodes dépressifs au cours de leur vie. Ils ont utilisé un petit test qui est illustré ici, où il s'agit simplement de relier des numéros le plus vite possible. Ça s'appelle le TMT et c'est un test attentionnel. Et ils voyaient que, après un premier épisode dépressif, le temps en moyenne pour faire ce petit exercice, somme toute assez simple, était d'environ 35 secondes. À peu près identique chez les personnes qui subissent le deuxième épisode dépressif. En revanche, après 3 épisodes et plus, là, les temps augmentent considérablement. Et en moyenne, on arrive à un temps de 1 minute 20. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on va parler d'effets neurotoxiques de la dépression. Donc là, ça va être un argument en faveur de l'utilisation de la remédiation cognitive dans la dépression. C'est une technique, une thérapie qui est bien utilisée déjà auprès des patients schizophrènes, par exemple, puisque voilà, on sait qu'il y a des désordres cognitifs et qu'en les améliorant, ça améliore aussi la qualité de vie des personnes et ça améliore de ce fait aussi leur prise en charge thérapeutique. Et de la même manière, cette pathologie qui provoque des désordres cognitifs aussi sur le plan de la mémoire, sur le plan de l'attention, de la planification, en travaillant en remédiation cognitive, c'est-à-dire en travaillant sur des petits exercices qui permettent de restimuler les régions cérébrales un petit peu endommagées. Ça permettrait du coup peut-être d'améliorer les thérapies. Voilà. Je passe la main à ma collègue Mélanie qui va nous parler donc de Théodore. Alors, effectivement, donc pour faire le lien avec ces apports théoriques, moi je vais dans un second temps vous présenter une étude de cas. Alors c'est l'étude de cas d'une personne, vous m'entendez ? C'est l'étude de cas d'une personne que j'ai suivie en fait pendant plusieurs mois, de fin 2016 à l'été 2017. J'ai pu faire des liens en fait entre sa radicalisation et sa dépression. Alors, je tiens tout de suite à préciser en fait qu'en aucun cas, ce soir en fait, l'objectif de ma démarche ou de mon propos, c'est de faire un lien systématique entre la dépression et la radicalisation. Ici, je viens juste vous présenter en fait un exemple où la radicalisation est venue enclaver la dépression. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Donc, en gros, pour être très clair, les personnes radicalisées ne sont pas toutes dépressives et les personnes dépressives ne sont pas toutes potentiellement radicalisables. Mais je préfère être claire. Alors, donc, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail à côté de ma mission pour l'ARCA, au sein de l'administration pénitentiaire. Donc, je suis psychologue clinicienne en binôme de soutien, donc en binôme avec une éducatrice spécialisée, sur un poste qui est budgété par le plan de lutte antiterroriste, et donc qui est dédié à la prévention, à l'évaluation et à la prise en charge de la radicalisation chez les personnes placées sous main de justice, en milieu ouvert et en milieu fermé. Ouais, j'ai un peu du mal. En milieu ouvert et en milieu fermé. Et donc, on rencontre donc ces personnes-là placées sous main de justice. On rencontre également des personnes qui sont écrouées pour des faits de terrorisme. Donc, j'ai rencontré ce monsieur suite à une demande qu'il a faite de voir une psychologue. Faut savoir que les services de soins en prison sont très vite encombrés, très embolisés. Du coup, au regard de son profil radicalisé, nous avons décidé au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation duquel je dépendais que ce soit moi qui le rencontre. Donc c'est un accompagnement qui va débuter à ce moment-là et qui va se poursuivre, comme je vous le disais, pendant plusieurs mois. Donc ce monsieur, comme disait Ivana, que j'ai appelé Théodore, c'est un monsieur donc que je rencontre en milieu fermé, il est détenu, il est signalé comme personne radicalisée, il fréquente des détenus qui sont identifiés clairement sur cette problématique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont radicalisées, des personnes prosélytes, et également pour certains des personnes qui sont écrouées pour des faits de terrorisme. Donc du coup sa radicalisation n'est plus du tout à démontrer. Donc Théodore a une trentaine d'années, il est incarcéré depuis 10 ans pour des faits de violence. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille catholique très pratiquante et en fait il s'est converti à l'islam depuis quelques années, c'est une conversion qui a eu lieu en détention. Il parle et écrit arabe, il dit être autodidacte sur l'apprentissage de la religion, de la culture et de l'histoire musulmane. Quand je vais le rencontrer, Théodore est de très bons contacts. Il est volontaire pour échanger, il investit beaucoup nos entretiens, en tout cas sur le plan de sa présence, puisqu'il sera plutôt assidu à nos entretiens. Il y aura très peu de moments de refus en fait. Il faut savoir qu'en prison, il n'y a pas d'obligation pour les détenus de rencontrer les professionnels, donc ça se passe vraiment sur la base du volontariat. Au cours de cet accompagnement, moi j'ai pu percevoir une évolution dans le lien que j'entretenais avec lui, qui s'est voulu avec le temps plus authentique.
C'est vrai que pendant les premières séances, Théodore était dans un discours plaqué, peu sincère, teinté de manipulation. On parle régulièrement de la taqiyya chez ce type de profil. Alors la taqiyya, pour vous expliquer rapidement, ça signifie la dissimulation. C'est à l'origine dans l'islam une façon, en fait, c'est le fait de dissimuler ou de nier sa foi dans la contrainte pour éviter la persécution. Et dans le djihadisme, c'est un moyen stratégique, en fait, de dissimuler sa foi dans un contexte de conquête. En fait, l'objectif pour ces personnes-là, c'est de se mêler à la population. Donc, on va avoir des gars qui vont boire, qui vont recommencer à fumer, qui vont se raser la barbe, etc. Le but étant de se confondre, en fait, aux autres, enfin, à la population. Et l'idée étant de passer sous les radars, et notamment sous les radars des professionnels. Donc forcément, face à son discours qui répondait exactement à ce que j'attendais, c'est-à-dire qu'il me disait tout le temps ce que j'avais envie d'entendre, je me suis forcément questionnée sur une possible taqiyya. Et puis au fil des séances, et avec l'aide d'outils spécifiques d'évaluation et de prise en charge avec lesquels on travaille, j'ai eu le sentiment d'accéder davantage à lui, à ce qu'il pensait et à ce qu'il ressentait. Sur le plan clinique, Théodore présente un fonctionnement très défensif, donc il est dans une forte intellectualisation. L'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense qui permet en fait de mettre à distance ses affects, en gros de penser pour ne plus ressentir. Donc cette intellectualisation, elle était facilitée par le Coran et par la charia, sur lesquels il s'appuyait pour étayer ses propos et légitimer sa pensée. Pour vous donner un exemple, quand je lui posais des questions sur ce qu'il ressentait ou ce qu'il avait ressenti quand il a à la perte, par exemple, ou de la perte de quelqu'un, ou quand il a eu traversé des deuils, il me répondait par des versets ou des sourates du Coran. Donc c'est-à-dire qu'il me laissait jamais accéder à ses propres émotions, enfin lui-même n'y accédait pas, il répondait vraiment par l'intellectualisation. Donc il met à distance ses affects, et la religion et ses écrits proposent un contenant solide qui semble neutraliser un potentiel débordement émotionnel. Donc en effet, l'explication rationnelle et la justification religieuse semblent lui permettre de contenir un effondrement psychique. Nous, en tant que professionnels, forcément, quand on est face à ce type de mécanisme de défense, on va se questionner sur finalement qu'est-ce que ça peut lui faire vivre d'être en contact avec ses émotions et pourquoi il a besoin finalement de les contenir. Chez cette personne-là, j'ai compris que c'était vraiment pour contenir un débordement émotionnel et éventuellement même un effondrement psychique. Un peu plus tard, il va m'expliquer au cours d'un entretien qu'il a un rapport très particulier à la mort. C'est quelque chose en fait qui l'a toujours beaucoup angoissé. La mort était très présente dans les quartiers où il a grandi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, donc, avec sa conversion à l'islam va ouvrir en fait le champ à un paradis. Donc, pour lui, en fait, ça va être très apaisant. C'est-à-dire que la mort va plus être angoissante, il va y avoir quelque chose d'apaisant puisqu'il y a un paradis. Et dans un second temps, quand il va basculer dans l'idéologie radicale, là, la mort, elle va même plus du tout être angoissante, elle va être carrément attirante, puisque l'État islamique va expliquer, enfin, en tout cas, l'idéologie explique que finalement, c'est pas ici que ça se passe et que c'est après que tout commence. Et du coup, en fait, on va passer d'une mort qui est très angoissante à un moment donné à une mort finalement qui devient presque un but ultime. Donc, il reprend aussi la maîtrise sur cette angoisse-là. Son entrée dans la religion, donc, s'origine dans un moment de dépression, qui date de 2010-2011 et qui a eu alors une fonction anxiolytique puissante. C'est-à-dire que donc à ce moment-là, il avait des affects de tristesse, des envies de suicide, et la religion va se positionner comme facteur de protection, c'est-à-dire qu'elle va apaiser ses affects de tristesse et elle va lutter, en fait, elle va l'aider à lutter contre sa tentation du suicide. Donc, il va m'expliquer d'ailleurs que l'islam l'a empêché de se suicider et que l'islam l'a sauvé. Mais finalement, dans un second temps, ça n'a pas suffi à contenir et enrayer l'anéantissement dans lequel il était en train d'entrer. Et du coup, la pensée religieuse, à ce moment-là, va se durcir jusqu'à la radicalisation vraiment de la pensée, qui, elle, va enrayer l'anéantissement. Et par l'appropriation en fait de l'idéologie, il va venir construire un projet là où en fait seul du vide subsistait. On le disait tout à l'heure, il y a l'absence aussi, donc il y a l'absence d'envie, etc., mais aussi l'absence de projection dans l'avenir quand on est dans la dépression. Là, au final, l'idéologie va venir construire un projet. Donc du coup, ça va combler aussi ce vide-là. Donc finalement, la religion, dans un premier temps, elle va faire fonction de soin contre la dépression, un facteur de protection, et en fait, on va se rendre compte dans un deuxième temps qu'elle va pas suffire, et du coup, la pensée religieuse va se rigidifier jusqu'à se radicaliser. Pour vous donner un exemple en parallèle, on va avoir une personne, par exemple, qui va consommer de l'alcool, et elle va être dans la même démarche, c'est-à-dire que dans un premier temps, elle va boire dans un but un peu d'automédication, c'est-à-dire un apaisement immédiat des souffrances. Et dans ce cadre-là, c'est assez adapté. Et puis dans un second temps, si ça devient insuffisant, la consommation va s'accélérer et elle va augmenter. Donc on est toujours, si vous voulez, dans un moment où la personne elle recherche une solution, puisque c'est une solution qui marchait à un moment donné, qui ne marche plus à un autre moment, mais elle est toujours dans une recherche d'une solution.
Mais c'est une solution du coup qu'on va qualifier d'inadaptée, puisque cette consommation d'alcool qui va augmenter va avoir comme effet qu'elle va plus vraiment aider la personne, mais elle va créer des dysfonctionnements en plus, des dysfonctionnements à d'autres niveaux, au niveau social, familial, professionnel. Donc pour revenir à Théodore, voilà, on est un peu dans le même registre, c'est-à-dire qu'il est toujours à la recherche de solutions. Sa première solution, la religion a fait fonction de protection, il l'a protégé de la dépression, et ça n'a pas suffi. Et finalement, la radicalisation est venue comme ça, dans un second temps, comme une deuxième solution qu'on peut qualifier d'inadaptée. Donc Théodore m'évoque des envies de mourir et des idées suicidaires, alors à l'époque de sa conversion, mais qui sont encore présentes parfois dans l'actuel. Il m'explique qu'en plus des apports de cette religion qui lui ont fait du bien, l'islam n'autorise pas le suicide. Donc en ça, en fait, ça lui a construit une forme de garde-fou contre ses propres envies de mourir. Alors, envie de mourir, effectivement, on sait que les envies de suicide, maintenant, on l'a évoqué précédemment, ne sont que rarement de vraies volontés de mourir, c'est bien le besoin, en fait, de ne plus souffrir. Pour faire une aparté sur le suicide, on peut reparler aussi de la question de la solution. Donc c'est aussi envisagé comme une solution, en fait, que trouve à un moment donné la personne pour ne plus souffrir quand elle pense n'avoir aucune autre solution. Mais effectivement, encore une fois, il s'agit d'une solution qui est inadaptée. Donc du coup, l'islam va interdire le suicide et va le protéger en fait va lui donner une forme de garde-fou contre cette envie de mourir, enfin cette envie de suicide. Mais en parallèle, si l'islam interdit le suicide, l'idéologie radicale, quant à elle, d'une certaine manière, en tout cas, l'autorise, puisque le suicide est encouragé et sublimé, en fait, à travers le culte du martyr. Du coup, à mon sens, en fait, ici, la dépression, elle est contenue, mais elle est également entretenue, et du coup, les envies suicidaires, en fait, sont vécues sans culpabilité, grâce à l'idéologie. C'est-à-dire que par rapport au fait de la religion, il pourrait y avoir une culpabilité autour de ces envies de suicide, mais là, du coup, c'est complètement déculpabilisé, puisque c'est quasiment autorisé. C'est-à-dire que là, on a une forme vraiment, par la notion du martyr, on propose une forme de suicide qui est autorisée, qui est légale, en fait. Du coup, on est dans une position. Donc, moi, je sens à ce moment-là, en fait, que dans ces moments-là, que Théodore, quand il envisage cette voie du martyr, ça a quelque chose de rassurant pour lui, parce qu'il y a comme une porte de sortie. Si jamais il n'arrive pas à trouver de solution, c'est-à-dire qu'il me disait qu'il avait envie de mourir, et en même temps, il trouve une religion qui l'en empêche. Enfin, il se convertit à l'islam qui l'en empêche. Donc, du coup, il essaye de se contenir, et en même temps, j'ai l'impression qu'il a besoin d'être rassuré le fait de savoir qu'il a une porte de sortie, et que finalement, si vraiment il trouve pas d'autre solution, il pourra utiliser cette porte de sortie, qui est le suicide, via la voie du martyr. En plus de ça, donc du fait que la notion de martyr propose une forme de suicide un peu autorisée, plus généralement pour lui, l'idéologie propose du coup une fuite de la réalité, qui est pour lui très difficile à tenir, c'est-à-dire que il est dans une réalité qui est compliquée, il est en détention, il a des affects tristesse, il a des envies de suicide, et du coup là, on lui propose aussi une fuite de la réalité, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, en gros tout ce qui se passe ici ne compte pas puisque tout commence après et après la mort. Donc finalement, moi je me rends compte qu'en fonction de son état thymique, enfin de son état d'humeur, de temps en temps il va me parler de projets après la détention et il va me parler de l'islam, etc. Et de temps en temps, quand il est vraiment au plus mal, il va repartir sur la question de l'idéologie. Alors Théodore me parle aussi du fait qu'il ne vaut rien, il dirige beaucoup sa destructivité contre lui-même sur le plan narcissique. Donc il explique qu'il ne vaut rien, que sa vie ne vaut rien, et que de toute façon la vie en général ne vaut rien, puisque c'est dans la mort que tout commence. Donc on voyait d'ailleurs tout à l'heure très bien l'estime de soi aussi, ou la vision, les croyances déformées qu'on peut avoir de soi-même. Donc comme c'est quelqu'un qui imagine ne valoir rien, l'idéologie vient encore une fois s'accoler ici, puisqu'elle est en train de lui dire effectivement tu ne vaux rien, mais c'est normal, comme tous les autres êtres humains, tu ne vaux rien, mais ta valeur va commencer après. Donc du coup, il y a aussi quelque chose d'assez rassurant pour lui à ce niveau-là. Donc cette destructivité qui est dirigée contre lui permet effectivement aussi d'éviter de la diriger contre ses parents. Donc en effet, ses parents sont comme idéalisés et intouchables, et ce mouvement clivé d'idéalisation s'illustre également dans son désir de vie parfaite, sans conflit et sans guerre. C'est-à-dire qu'il a eu l'occasion de me dire régulièrement que lui, finalement, ce qu'il voulait vraiment, c'était vivre en haut des montagnes, d'amour et d'eau fraîche, et puis sans guerre, sans conflit, etc. Entre parenthèses, et sans vouloir faire de généralité encore une fois, il y a j'ai rencontré beaucoup de ces gars-là, et c'est souvent un discours qui revient, finalement, d'une volonté, en fait, de quelque chose de très idéalisé, d'un monde qui n'existe pas vraiment, d'une espèce d'utopie. Et c'est une utopie, finalement, que l'État islamique propose, en fait, à travers l'idéologie. L'idéalisation ne va pas sans son pendant, c'est-à-dire le dénigrement et la dépréciation, qui peuvent engendrer la frustration, mais qui expliquent également la colère et la violence qui sont dirigées contre les autres, et notamment chez Théodore, contre ceux qu'il estime à l'origine de la séparation avec ses parents. Donc là, ceux qui sont visés, forcément, c'est l'administration pénitentiaire et la justice. Face à une telle perte de sens, l'individu va nourrir des désirs de vengeance dans une tentative de reprise de contrôle.
Par ailleurs, sur le plan relationnel, donc l'investissement relationnel est très redouté pour lui parce que il estime que nécessairement l'autre va être décevant. Donc du coup, il va être l'autre, c'est-à-dire la personne en face, va être investie de manière partielle. Elle va jamais être investie de manière totale parce qu'elle pourrait être dangereuse en fait. Donc ça lui permet en fait d'éviter la souffrance que ça pourrait générer. Donc souvent, il va être soit à la recherche de la solitude, même si finalement elle n'est pas satisfaisante non plus. Soit il va m'évoquer ses frères et sœurs de l'islam. Donc ce sont des personnes qu'il m'évoque, mais ce ne sont pas des personnes qu'il connaît, ni avec qui il est en contact. Il m'en parle en fait comme, non pas comme des sujets, mais finalement comme des quasi-entités, en fait, qui sont du coup, pour lui, investissables, puisque elles n'existent pas en tant que telles, elles peuvent être investies de manière partielle, et elles peuvent lui apporter la sécurité et l'amour presque inconditionnel qu'il recherche. Étant des quasi-entités, donc je disais, elles ne peuvent pas décevoir, et en plus elles sont portées par une même croyance divine. Ces entités, ces frères et sœurs finalement qui ne sont pas vraiment des sujets puisqu'il ne les connaît pas, sont finalement interchangeables. Et du coup, l'autre, en fait, on est plutôt en fait dans un investissement fonctionnel plus que relationnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre va apporter une fonction et ça va être une fonction là pour le coup de sécurité et d'apaisement. L'autre n'est plus dangereux puisqu'il n'est pas vraiment un sujet. Théodore semble souvent dans une position très infantile, donc on le disait, il est dans un désir de monde parfait, donc très loin en fait du principe de réalité. Il parle de la capacité de vivre après la mort, il est dans l'incapacité à critiquer ses parents. On note également d'importants biais cognitifs dans sa vision du monde et dans l'analyse qu'il en fait. Sa grille de lecture est toujours tournée de manière à le positionner en victime, et l'ambivalence est très présente chez lui. Alors il me semble aussi que la religion reste une valeur importante de sa famille, donc je rappelle que sa famille est catholique très pratiquante, et qu'en cela, à mon sens, il a pu construire un trait d'union, alors quelque peu décalé certes, mais qui le lie à ses parents et à son identité familiale, dans un double mouvement de rejet-rapprochement, c'est-à-dire rejet de la religion catholique, et en même temps rapprochement, puisque c'est la valeur religion qui est importante dans cette famille et qui est pour lui importante également. Théodore semble lutter contre un effondrement psychique dépressif qui apparaît du coup contenu par la configuration de pensée radicale. Contrairement aux solutions inadaptées classiques que j'ai pu évoquer, donc l'alcool, le suicide, etc., qui vont engendrer des dysfonctionnements à plusieurs niveaux, l'appartenance là pour lui à cette idéologie ne présente pas vraiment de conséquences négatives. En tout cas dans le contexte actuel de sa détention et pour lui. Elle le marginalise alors de notre société, certes, mais c'est une société qu'il rejette. Elle offre une communauté qui le comprend et lui donne une place. Elle offre, par son idéologie, des contenants apaisants à ses angoisses. Et donc, du coup, l'idéologie et le processus de radicalisation apparaissent ici comme une réponse, finalement, à un fonctionnement dépressif préexistant, qui viendrait mettre, du coup, du sens sur du vide, qui contiendrait et apaiserait les angoisses, qui solutionnerait les déficits relationnels et qui offrirait un projet de vie et des lignes de vie, et des lignes de vie contenantes et sécurisantes. En plus de ça, ça donne une place à ce monsieur dans une communauté et de surcroît dans une communauté plus moralement bonne à ses yeux que la communauté de la délinquance d'où il était issu. Voilà, pour terminer, en termes de préconisation, je pense qu'il est pertinent de travailler la question de la dépression, bien que je pense aussi que ça devrait s'avérer assez compliqué dans la mesure où elle se trouve aujourd'hui totalement enclavée dans l'idéologie, étant en partie à l'origine de l'adhésion à celle-ci. L'idéologie, donc, qui semble tenir le fonctionnement psychique de monsieur va être difficile à fissurer sous risque d'un effondrement. La prise en charge, donc, se doit, à mon sens, d'être inscrite dans la durée, de prôner une posture très humaniste, afin de ramener Théodore à ce qu'il a de plus humain, le reconnecter en douceur à ses émotions, tout en l'accompagnant pour les gérer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à nos deux spécialistes pour cette intervention. On m'entend ? Oui. Je vais vous proposer un temps de questions-réponses donc avec Ivana Beloin et Mélanie Sève. Nous disposons d'une quinzaine de minutes. Je vous laisse le soin de lever la main et je viendrai vous donner la parole. On a une première question. Bonsoir. Simon. J'étais éducateur spécialisé pendant à peu près 18 ans. J'ai pris en charge des jeunes 16-22 ans en grande difficulté, notamment des jeunes qui passaient à l'acte. Et pendant 18 ans, j'ai géré des jeunes qui étaient
extrêmement dépressif et voire suicidaire. Je suis intervenu sur pas mal. Il disait qu'il était intervenu sur pas mal de tentatives de suicide. Je suis intervenu sur pas mal de tentatives de suicide. Et malheureusement, constater que vers la fin de ma profession d'éducateur spécialisé, j'ai à peu près eu une dizaine de jeunes qui se sont radicalisés et nombreux se sont retrouvés en incarcération. Et je me suis rendu compte que dans le travail de l'éducation spécialisée, dans les prises en charge thérapeutiques, il y avait un gros problème de déshumanisation de la relation et du soin. Donc je venais là faire un témoignage pour poser une première question aussi. Une contradiction que j'ai repérée dans le désir. Un jeune qui est suicidaire, il a un désir. Vous avez parlé dans votre exposé d'un jeune qui n'avait pas d'avenir. Donc ça veut dire qu'au niveau du temps, il y a une coupure. Il n'y a pas d'avenir, on n'est plus dans une projection d'avenir, on est ici et maintenant. Or, moi je trouve qu'il y a une contradiction dans la personne qui dit « moi je vais me suicider ». Elle est dans une projection. Et tout mon travail d'éducateur s'est basé sur exploiter cette énergie du désir. Même si le jeune adulte est dans une problématique de vouloir se supprimer, il le manifeste sur le plan de son émotion, sur le plan de l'abandon, d'un comportement abandonnique. Vous avez parlé tout à l'heure de ce Théodore qui ne montre pas ses émotions. Dans la relation humaine, on arrive avec le temps, avec le lien, la création de liens, et c'est là, je crois, le plus important, c'est la création de liens, le faire avec, le vivre avec. On arrive à établir une dimension où l'individu peut à nouveau se ressaisir de son humanité et pouvoir réamorcer un comportement non plus déficient, puisqu'on parle aussi de déficience par rapport à de la délinquance. Un jeune qui va à nouveau devenir acteur de son propre avenir. Donc moi là, je pose la question, je souligne une contradiction, j'aimerais qu'on m'éclaire là-dessus, parce que n'importe comment, le jeune, il est vivant à cet instant, et il n'est pas dans une démarche de suicide. Ensuite, dans ma profession, dans le cas dans lequel j'étais, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de limites dans les prises en charge. Et de plus en plus, j'ai constaté des jeunes qui, ne se sentant pas écoutés, ne se sentant pas pris en charge correctement, se sont radicalisés. J'en ai 3 qui ont quitté l'institution parce qu'ils étaient trop violents, ils étaient trop délinquants, ils étaient trop agressifs, ils étaient trop menaçants, ils se sont fait éjecter et ils se sont retrouvés en Turquie et 3 ans après, ils sont revenus me revoir. Et ils m'ont dit, voilà, moi j'avais la haine, je voulais tuer tous les gens, je suis parti de la France, je voulais tuer tous les gens, je me suis fait enrôler là-bas, j'ai la volonté de tuer les gens. Il est revenu en France, il m'a dit, en fait, non. Finalement, j'ai compris que ma place, c'était de rester vivant et de ne pas me suicider avec l'islam. Ces personnes-là, elles sont venues me voir pour me témoigner que, finalement, dans leur radicalisation, elles ont trouvé l'énergie pour, non pas en sortir, mais revenir et ne pas passer à l'acte. Est-ce que j'ai été clair dans ce que j'ai dit ? Oui. Après, je ne sais plus où sont les questions, du coup, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Donc, vous voulez qu'on réponde à quelle question, du coup ? Parce que là, je suis désolée, c'est pas hyper clair.
c'est pas nécessairement une contradiction. Oui, c'est vrai, le terme de contradiction, j'ai pas réussi à bien saisir ce que vous vouliez mettre derrière. Là où on vous rejoint complètement, c'est sur la question de la position humaniste. C'est vrai que dans les prises en charge qu'on peut mener, et notamment en criminologie, c'est très important de réhumaniser les personnes et de pas de les voir qu'à travers leur passage à l'acte ou leur délinquance, etc. Donc ça, on est bien d'accord là-dessus, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Et d'ailleurs, pardon, les modèles criminologiques à l'heure actuelle sont vraiment tous axés là-dessus. Donc pour ça, pas de souci. Je pense qu'effectivement, parfois, ça peut être compliqué, notamment face à des personnes, des jeunes très violents, comme vous pouviez l'expliquer, ceux qui étaient trop violents, du coup, pouvaient plus venir. Donc ça pose question, parce qu'on peut imaginer que c'est ceux qui sont plus en souffrance et qui auraient besoin d'autant plus d'accompagnement. Mais là, ça peut aussi vouloir dire l'épuisement des équipes professionnelles par rapport à ça, et puis le manque, voilà, d'outils, de savoir-faire, où on peut être aussi un peu dépassé si on est animateur social en MJC, c'est compliqué de pouvoir gérer une souffrance, comme vous dites, qui était quand même assez poignante. Voilà, mais par contre, voilà, sur la question de la radicalisation, en tout cas, je pense qu'il faut surtout la penser, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, à travers le travail que j'ai pu faire, j'ai arrêté de penser la radicalisation comme des degrés où est-ce que la personne est radicalisée ou pas. J'ai essayé de penser la radicalisation comme fonction, c'est-à-dire quelle fonction elle vient remplir. Là, la question peut-être qui se pose, c'est finalement quelle fonction elle est venue remplir chez ces jeunes-là, et du coup comment elle est venue agir et ce qu'ils en ont fait. Après, voilà, la manière dont vous le formulez, on a l'impression que parce qu'ils sont partis, du coup, ça a réparé quelque chose. Alors peut-être pour eux, mais du coup, est-ce que c'est la radicalisation ou est-ce que c'est le départ ou est-ce que c'est ce qu'ils ont pu faire sur place ? Là, pour moi, c'est assez flou, donc. Voilà, donc moi après la question pour moi qui se pose, c'est je vois pas la radicalisation comme une solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une solution inadaptée que choisit la personne. Je crois par contre qu'elle a une fonction et qu'elle vient pas chez l'individu pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire que la personne va pas se radicaliser comme ça pour n'importe quelle raison, c'est qu'à un moment donné, l'individu il est quand même dans l'autosurvie, dans les pulsions d'autoconservation, et qui vient rechercher de manière rapide et parfois inadaptée, mais des solutions qui vont le maintenir en vie, garantir sa survie psychique. Donc finalement peut-être que la radicalisation là, elle vient se poser comme ça. Mais après, oui. Je vais préciser ma pensée. Longtemps, pendant pas mal d'années, depuis 2005, on a parlé du grand frère dans les quartiers. Le grand frère dans les quartiers, dans les banlieues. Et c'est cette entité-là qui est apparue et qui a pris le relais par rapport à l'échec de l'éducation spécialisée dans nos pays. Et c'est cette dimension-là que moi j'ai dû non pas affronter, parce qu'on ne va pas affronter le grand frère, on va essayer de comprendre, on va essayer de voir pourquoi lui, il a plus d'impact sur un jeune qui va se radicaliser que l'éducateur ou que l'institution. Donc c'est cette dimension-là que moi j'ai pu constater, observer, et je me suis dit, il n'y a pas de solution. S'il y a moins de limites dans les institutions, s'il y a moins de limites dans le travail des éducateurs spécialisés, des psychologues, des psychiatres, des enseignants spécialisés, etc., le grand frère, dans son entité de quelque part, il vient donner réponse au jeune qui, lui, a besoin qu'on l'aime. Parce que quelque part, c'est un besoin d'amour. Alors il y a de ça, et puis il y a la question des pères, en fait, aussi. Il y a aussi, on est sur les approches maintenant communautaires aussi. Il y a aussi, voilà, c'est peut-être juste la modification du travail pour les professionnels. Je sais pas. Le symbole du grand frère, c'est surtout que la personne va avoir plus de légitimité. Pourquoi elle est plus écoutée ? Parce que, voilà, elle va avoir vécu les mêmes choses que moi, donc forcément, elle a plus d'impact sur moi quand elle me dit quelque chose qu'un éducateur qui a rien compris ou qu'un psychologue qui est taré. Voilà. Mais dans tous les cas, en plus, quand on arrive avec cette casquette-là, forcément, direct, il y a quelque chose qui vient faire écran. Nous, on est là et c'est d'autres métiers. Le grand frère, il est là et puis en fait, il n'est pas obligé. Il n'est pas payé pour ça. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il va être plus écouté. Et c'est en tout cas un travail qui se fait de plus en plus, notamment en détention. On travaille de plus en plus aussi avec des repentis, par exemple. Parce qu'effectivement, le discours n'a pas du tout le même impact quand la personne a déjà fait de la prison, quand elle est passée par toutes les mêmes difficultés. Donc voilà. Après, ça remplace pas le discours d'un professionnel. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Donc, mais oui, on entend effectivement. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question. Oui, j'arrive, madame.
Bonjour. Je voulais savoir, du coup, vous parliez un peu d'utopie dans certains schémas, on va dire, de la vie. Je voulais savoir si dans certaines formes de dépression, il pouvait y avoir un certain lien avec neurose, psychose ou même parfois des syndromes productifs. Alors, c'est-à-dire après, je fais le lien éventuel avec en fait, tout ce qui est syndrome productif, où il y a des hallucinations, des délires, en fait. Et est-ce que dans certains cas de dépression, il peut aussi avoir ces deux versants avec névrose et psychose? Alors, il peut y avoir plutôt, je dirais plutôt l'inverse, dans le cas par exemple des psychoses et notamment de la schizophrénie avec des hallucinations et des idées délirantes, il peut y avoir un état dépressif sous-jacent. Dans le cas de la dépression, non, c'est pas précisé en tant que tel. Alors si j'ai bien compris la question, mais vous vouliez savoir en tout cas si ça peut être associé idées délirantes, hallucinations et fond dépressif, c'était ça? Pardon, le terme névrose est actuellement caduc, mais il y a ce qu'on appelle les dépressions délirantes. Il existe une forme clinique qu'on appelle les dépressions délirantes, notamment les dépressions de type mélancoliforme. Et c'est un signe de sévérité. Effectivement. Une autre question? Oui, j'arrive. Bonsoir, messieurs, dames. Elena. Écoutez, je voulais simplement vous demander, ça, c'est peut-être une question vraiment simplette, mais les professionnels qui me suivaient avant que je vienne vivre à Lyon m'ont souvent soutenu que parce que j'avais eu plusieurs épisodes dépressifs et que c'était vraiment quelque chose qui avait marqué ma préadolescence, mon adolescence, en fait, ça conditionnait mon cerveau à tomber bien plus facilement dans la dépression, là où les personnes, on va dire, normales se battraient, mettraient des mois, voire des années à tomber en dépression. Moi, j'allais avoir un espèce de système... Comment dire, mon cerveau était enclin à tomber là-dedans. Et depuis que je vis à Lyon, les professionnels qui me suivent me disent que justement, c'est en fait créer une espèce de cage de verre où l'individu s'enferme lui-même et se convainc de sa pathologie, en fait. Je voulais avoir votre avis sur ça. Alors, il y a deux choses. Il y a la question de ce qu'on disait, la fragilité, la vulnérabilité, où du coup, vous êtes un petit peu plus exposé à ça. Mais après, je parlais aussi des mécanismes psychologiques, justement, ou la façon de voir les choses en noir, de façon pessimiste. Et ça, ce sont des choses qui se travaillent. Et au contraire, c'est pas du tout irrémédiable. Et c'est important de pas enfermer, en plus, les personnes là-dedans. Au contraire, il faut plutôt aborder des démarches positives pour la personne, puisqu'on sait que, voilà, ce que je disais, la psychologie et la biologie se répondent en permanence. Effectivement, si on place la personne dans l'idée que de toute façon, elle va être plus vulnérable et de toute façon, elle va être amenée à répéter des épisodes dépressifs, je suis pas sûre que ce soit un bon moyen de l'aider. Maintenant, voilà, il y a un fait, c'est que, voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a cette vulnérabilité qui reste, mais qui pour autant ne dit pas que ça peut pas s'arrêter un jour. C'est ça que je veux dire. Il faut pas le voir comme ça, bien sûr. Quelqu'un d'autre? Bonjour, moi je voulais juste faire une remarque par rapport à la présentation sur Théodore. Ouais. C'est comme si en fait il avait eu un état dépressif à un moment donné et puis qu'il avait trouvé comme solution la religion puis la radicalisation, mais on sait que des traits de personnalité à la base très rigides peuvent favoriser la survenue d'un état dépressif, et du coup je voulais savoir si vous aviez plutôt exploré ça comme piste, plus du point de vue des traits de personnalité qu'un état dépressif comme sujet précipitant à la radicalisation, quoi. Non, je suis plutôt partie sur l'état dépressif en fait, et ce qui m'a expliqué en fait de l'état dans lequel il était au moment de sa conversion et puis plus tard de sa radicalisation. Je suis pas partie sur un diagnostic vraiment de personnalité avec ce monsieur, donc en termes de traits, je suis plutôt partie sur un fonctionnement en fait. Mais il y a des études sur traits de personnalité et radicalisation. Sur un type de personnalité qui se radicalise ?
Oui, par exemple. Non. En fait, on est au contraire, on est loin de tout ça. On se rend compte que les profils sont très ouverts. On a de tout. Déjà, on se radicalise pas pour les mêmes raisons. La radicalisation, c'est un processus, donc on va pas au même niveau dans le processus. Et quand on est face à une personne qui se radicalise, une personne qui part en Syrie, une personne qui se fait sauter à Paris, on n'est pas forcément non plus sur les mêmes profils. Donc on peut pas du tout aujourd'hui. Vous savez, le travail sur tout ça, ça a commencé post-Charlie. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus au final. Donc ça reste assez léger. Et même au niveau de l'international et des recherches et des études, on n'a pas du tout de profil vraiment décrit. On a des types de profils, des vulnérabilités, des choses comme ça au niveau identitaire, mais on n'a pas de profil vraiment et encore moins en lien avec des troubles de la personnalité ou des traits bien particuliers. Une dernière question ? Bonsoir. Je voulais savoir si aujourd'hui, s'il y avait un lien entre la dépression et une altération dans la théorie de l'esprit. Alors, je suis pas spécialiste de la question, malheureusement, donc j'ai pas question. Est-ce que vous aviez une idée derrière cette question ? Parce que, enfin, je me dis que si vous posez cette question-là, c'est pas pour rien. C'est assez précis. En ce moment, vous êtes sur la théorie de l'esprit et sur les pathologies dans lesquelles la théorie de l'esprit est affectée. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau des publications neuroscientifiques, on trouve beaucoup de résultats sur l'autisme, la schizophrénie, la paranoïa. Par contre, j'ai trouvé une recherche sur les troubles bipolaires en phase euthymique. Les chercheurs ont trouvé qu'il y avait une altération de la théorie de l'esprit. Mais je ne sais pas si c'est géré au niveau de toute la... Si c'est uniquement sur les patients qui étaient bipolaires en phase euthymique ou si ça peut être généralisé, s'il y a eu d'autres travaux dont je n'ai pas eu connaissance sur des troubles de l'humeur uniquement dépressifs. Je n'ai pas connaissance de lien entre les deux. Je ne sais pas si... mais a priori, non, je crois pas. Non, voilà. Il n'y a pas d'étude qui ait montré une altération de la théorie de l'esprit dans les dépressions dites unipolaires. Bon, du coup, on a une toute dernière question. On va profiter pour faire une petite pause logistique en même temps. Et puis ça faisait longtemps qu'elle le demandait, le micro. C'est pour ça. Bonjour. Alors, c'était pas une question, c'était plutôt une réponse par rapport à tout à l'heure. Je suis psychologue clinicienne et au cours de mes études, j'avais une collègue qui faisait un mémoire de recherche sur les questions de la radicalisation chez des jeunes femmes qui ont été prises en justice juste avant de partir en Syrie. Et les réflexions qu'on pouvait mener ensemble ou qu'elle a menées au cours de son mémoire étaient plutôt de se demander finalement peut-être la grande différence entre ce qui se passe avec ce que vous disiez, les grands frères de cité ou les personnes soignantes, c'est la question de l'emprise. C'est-à-dire qu'un soignant, a priori, s'il fait bien son métier, ne cherche pas à avoir une emprise sur un patient, il cherche à avoir un lien, un apprivoisement, alors que peut-être ce qui se joue dans ces moments dépressifs où les gens sont dans de grandes vulnérabilités, avec les grands frères ou avec ceux qui les enrôlent, c'est qu'il y a un processus peut-être d'emprise qui est à l'œuvre de manière assez conséquente et qui aboutit au suicide en tant que martyr, etc. Et c'est peut-être effectivement sur cet interstice-là qu'on est encore en difficulté parce que quand on reçoit... moi, je travaille dans une unité pour post-crise de troubles suicidaires et c'est vrai qu'effectivement, on voit bien comment souvent il y a des phénomènes d'emprise très forts et que comme on n'a pas du tout cette approche-là pour les soigner, c'est pas forcément ce qu'ils connaissent ou ce qui peut être le plus incisif, on pourrait dire, ou le plus aidant de prime abord. Alors il y a 2 questions, j'ai l'impression. Oui, il peut y avoir de l'emprise dans la radicalisation. C'est pas toujours le cas, mais c'est une des façons de faire. Est-ce qu'on peut travailler l'emprise en tant que psychologue parce qu'on nous-mêmes on n'est pas dans l'emprise avec nos patients? J'espère bien que oui, par d'autres moyens. De toute façon, et heureusement qu'on ne fonctionne pas avec le fonctionnement des patients dans lequel ils sont. La question, c'est toujours aussi de se poser, déjà de savoir dans quel cadre on rencontre la personne. Si déjà elle est en demande, c'est qu'il y a quand même une volonté de faire quelque chose, donc il y a une possibilité de travailler ça. Quand on travaille comme nous, par exemple, là, en détention avec des personnes qui n'ont pas de demande du tout, on est aussi sur une autre configuration. Donc après, voilà, je pense que c'est du cas par cas, mais je pense heureusement qu'on peut travailler avec des personnes sous emprise et puis les aider à sortir de ça.
bien évidemment, et j'en ai eu d'ailleurs l'expérience en CMP. Alors une emprise avec un plutôt pervers narcissique plutôt qu'avec la radicalisation, mais voilà, ça marche aussi. Donc, pourtant sans avoir mis sous emprise la patiente, je vous rassure. Je sais pas. Merci beaucoup pour ces questions. On va donner la parole au professeur Saoud, le temps de brancher son ordinateur. Oui, je peux. Vous avez changé de place. Bien. Merci au professeur Mauguière, à la Fondation Neurodis de m'avoir invité pour participer à cette réunion. Merci également au public d'être présent. On voit que ce thème intéresse beaucoup de gens et je vais vous montrer qu'il y a des raisons pour que ça nous intéresse et que ça nous inquiète en même temps. Alors d'emblée, quelques points clés. La dépression est un trouble mental courant. Mondialement, on estime que plus de 300 millions de personnes sont touchées. C'est considéré comme la première cause d'incapacité dans le monde et contribue fortement à la charge mondiale de la maladie en termes financiers. Et surtout, la chose importante, c'est qu'il existe des traitements efficaces pour la combattre. Sauf, on le verra, ce n'est pas malheureusement toujours évident. C'est un problème majeur de santé publique. Et il y a quelques années, à l'occasion, je dirais, de la même journée que celle d'hier, l'Organisation mondiale de la santé faisait des prévisions sur l'évolution de la dépression en disant qu'elle allait passer du 4e rang des maladies invalidantes au 2e rang en 2030. Cette évolution serait encore plus importante pour les pays développés puisqu'elle serait la première pathologie invalidante. Surprise, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé au mois d'avril 2017, il y a eu un communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé que, ça y est, la dépression est passée comme la première cause d'invalidité et de morbidité dans le monde, avec une augmentation de plus de 18% en 10 ans dans le monde. En France, on estime qu'il y a entre 2,6 à 4,1 millions de patients déprimés. Au dernier chiffre de l'INPES, repris par la Autorité de santé, on retrouvait les mêmes chiffres, mais malheureusement, force est de constater que tout le monde ne consulte pas pour la dépression ou que le diagnostic de dépression n'est pas posé. Et surtout, et c'est là où je dirais le point central de mon intervention, c'est selon l'AFSAPS, c'est l'actuelle Agence nationale pour la sécurité du médicament, la NSM, 2/3 des patients souffrant de dépression n'atteignent pas l'objectif de remission qui est l'objectif thérapeutique Princeps. Alors juste pour donner des statistiques un peu plus récentes, la raison, on pourra en discuter. Il y a eu une étude multicentrique sur plusieurs pays et il s'avère que la France arrive en tête
avec la prévalence de la dépression à 21%, contre 19% aux États-Unis, et le Japon, la Chine ou l'Inde sont en revanche à des taux plus faibles. C'est en entendant mes collègues parler que j'ai ajouté quelques diapos pour essayer d'animer, on va dire, la discussion. En psychiatrie, enfin, par rapport à la dépression notamment, il y a des hypothèses maintenant évolutionnistes depuis l'amélioration de nos connaissances en termes d'implication génétique potentielle. Et il y a certaines études qui montrent que des caractéristiques sociologiques de type individualisme ou collectivisme de la société peut intervenir sur la genèse de la dépression. Grossièrement, lorsqu'une société devient plus individualiste, la dépression, qui est un comportement considéré comme pathogène, va se mettre en place. C'est pour ça qu'on observe d'un point de vue historique ou contemporain une corrélation négative. Eh bien, pour lutter contre ce pathogène qu'est la dépression, les sociétés se regroupent et deviennent collectivistes. Et au fur et à mesure, ça s'inverse, et ainsi de suite. Ce qui est le plus curieux, c'est que des chercheurs sont arrivés à mettre en corrélation, on va dire, la prévalence de troubles dépressifs et anxieux avec la répartition dans certains pays du monde d'un gène qui est considéré comme un gène prédisposant à la schizophrénie et qui, curieusement, tout à l'heure le mot a été évoqué, la sérotonine, un neurotransmetteur qui serait impliqué dans la dépression. Justement, ce gène, il code pour un transporteur de la sérotonine. Alors, je disais coûteuse, là, on voit, si on compare la dépression par rapport à d'autres pathologies, tout coût confondu, on voit que c'est la pathologie qui coûte le plus cher, même par rapport à la démence, aux troubles psychotiques, aux troubles anxieux, par rapport aux addictions, aux retards mentaux, et j'en passe, et même des pathologies neurologiques type épilepsie ou Parkinson, c'est la maladie qui coûte le plus cher, d'une part par les arrêts de travail, la non-productivité, et troisièmement, les thérapeutiques qu'il faut mettre en place lorsqu'on est face à une pathologie chronique. C'est tellement une pathologie importante que l'Organisation mondiale de la santé l'a visée comme pathologie prioritaire dans le programme Action combler les lacunes en santé mentale, le MHGAP. Ce programme a pour but d'aider les pays à élargir les services destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux ou neurologiques ou liés à l'utilisation de substances. Mais ce qui est important, et ça je dirais c'est courageux de la part de l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il précise qu'il ne faut pas forcément des gens spécialisés en santé mentale. On est face pratiquement à une épidémie, il faut mobiliser toutes les ressources possibles. Et il fait valoir dans ce programme qu'il existe des médicaments, qu'il existe des stratégies psychothérapeutiques qui sont efficaces, et c'est dommage de ne pas les utiliser parce que ça permettrait d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes. La dépression n'est pas une maladie incurable, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Elle peut être diagnostiquée par un médecin généraliste, mais malheureusement, force est de constater que moins d'un quart des patients fait l'objet d'une prise en charge en France, et même lorsque celle-ci existe, du fait, je dirais, d'une méconnaissance de la part du médecin, du fait d'une mauvaise observance de la patiente, du fait de l'influence de l'environnement, eh ben, le traitement, parfois, n'est pas bien suivi. Et du coup, 25% de personnes n'ont pas accès à un traitement par antidépresseur ou par psychothérapie. Et cela a été rappelé par l'Association France Dépression il n'y a pas longtemps, dans sa journée européenne sur la dépression. Alors que, avec les thérapeutiques dont on dispose actuellement, on peut atteindre une efficacité, une guérison jusqu'à 80%. Alors, avec quoi on traite la dépression? Bien sûr, nos connaissances en psychologie ont évolué, nos connaissances sur le cerveau ont également évolué. Et on sait maintenant qu'il y a des régions clés dans le cerveau qui seraient impliquées dans la dépression. Il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui est lié à la mémoire
Et c'est pour ça que les patients déprimés ont du mal à se concentrer, ont du mal à se remémorer des choses immédiates. Et au niveau clinique, c'est là où on voit que le patient a un certain ralentissement. Il y a également une autre structure, l'amygdale, qui est connue pour être le centre un peu de l'anxiété, de la peur, et c'est ça qui rend, d'un point de vue clinique, le patient irritable, agressif, anxieux. Enfin, une structure prédominante, on va dire, dans tout ce qui est mémoire et plus importante que le cortex préfrontal, c'est l'hippocampe. Et c'est pour cela qu'on observe chez les patients déprimés des déficits ou des troubles de la mémoire et des troubles intellectuels marqués. Ces altérations ou ces anomalies qu'on observe, malheureusement, lorsqu'on laisse la dépression traîner, sont accompagnées d'anomalies qui sont au début fonctionnelles, mais plus la dépression est chronique, plus elle se répète, plus on peut avoir des altérations structurelles. Ce qui touche ces mêmes zones, le cortex préfrontal, ma collègue tout à l'heure a parlé d'effets neurotoxiques, effectivement, la dépression par des mécanismes qu'on commence à comprendre va bouffer les neurones et provoquer une diminution du volume cérébral et une diminution de la neurogenèse. Et c'est pour cela, enfin, toujours dans cette dynamique de mieux comprendre d'où viennent les symptômes et quels sont les mécanismes qui la sous-tendent, qu'on a pu imputer les symptômes de la dépression à 3 neurotransmetteurs pour l'essentiel, qu'on appelle la noradrénaline pour tout ce qui est énergie, intérêt et dynamique, la sérotonine pour tout ce qui est impulsivité, l'appétit, la libido, et la dopamine pour tout ce qui est motivation, prise d'initiative. Donc à partir de là, il fallait trouver des molécules, et c'est ce que fait la recherche pharmaceutique depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la sortie du premier antidépresseur, et on est allé de plus en plus de manière spécifique à cibler les neurotransmetteurs qui nous intéressent, en l'occurrence les 3 que je viens de citer, avec des molécules de plus en plus spécifiques. À titre d'exemple, pour agir sur la sérotonine, il y a des molécules qu'on appelle les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine, comme il y a les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, à partir de là, on a développé beaucoup de médicaments, et au jour d'aujourd'hui, on a une pharmacie très très riche. Encore faut-il bien l'utiliser et à bon escient. Alors pour cela, comment évolue une dépression? On estime que l'évolution naturelle, on passe d'une humeur normale à la dépression, et que l'évolution naturelle, même si c'est discutable, minimum c'est 6 mois, ça peut aller jusqu'à 24 mois, et pour certains auteurs, notamment dans les écrits anciens, parlent d'une évolution jusqu'à 10 ans, mais là on rentre peut-être dans d'autres catégories diagnostiques. Et qu'après cette dépression, le retour, si je puis dire, à la normale, que les anglo-saxons appellent le recovery, et qu'on a traduit par le mot rétablissement en français, arrive par la suite. Mais comment aboutir à ce rétablissement? Est-ce qu'il faut passer par des concepts comme ceux de la rémission, qui étaient des concepts utilisés notamment en cancérologie? Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, en psychiatrie, on se retrouve, pour rester dans cette métaphore de la cancérologie, on est pratiquement au même niveau, avec un optimisme général pour toutes les pathologies. On arrive à atteindre un taux d'efficacité de 70%. Ce qui manquait, c'était les outils diagnostiques et les outils d'évaluation, et surtout des thérapeutiques adaptées aux connaissances scientifiques. Chose aussi très importante, on a tendance souvent, il y a eu des tas d'écrits dans les journaux, encore il y a quelques années ça a fait débat, que les antidépresseurs sont aussi efficaces que le placebo. Oui, ils sont aussi efficaces que le placebo, mais pour quelle durée? C'est pour une durée courte, et au-delà de 4 semaines,
Si on remplace un antidépresseur par un placebo, on a une perte d'efficacité de l'ordre de 50%. En revanche, lorsqu'on maintient le sujet sous antidépresseur, cette efficacité se maintient à 90%. En revanche, dans 10% des cas, pour X raisons, on peut observer ce qu'on appelle des récidives. Ces récidives entraînent ce que qualifiait ma collègue tout à l'heure d'une vulnérabilité, et effectivement, pendant très longtemps, on a pensé la dépression en disant « qui a déprimé redéprimera ». C'était quasiment une règle. On a fini par comprendre que si ce concept était juste, c'est peut-être parce que nous ne prenions pas bien en charge la dépression. Effectivement, dans l'ancienne conception, on se contentait de ce qu'on appelle une réponse thérapeutique. Pour commercialiser un traitement antidépresseur, on utilise des échelles. Et ces échelles, on considère que lorsqu'on a une réponse de 25 à 50%, c'est une réponse partielle. On a une bonne réponse lorsque c'est supérieur à 50%. Mais une échelle, ça reste une échelle. Et du coup, il fallait des définitions un peu plus pragmatiques et plus cliniques, et on va le voir, on est allé au-delà de la dépression, on est allé jusqu'au fonctionnement dans le quotidien. Et effectivement, selon cette conception de la rémission, on voit qu'avec l'ancienne définition, finalement, on avait, et malgré tout, 60% de rémission avec le premier médicament, et que souvent, il fallait aller jusqu'à 2, voire 3 médicaments avant d'obtenir cette rémission. Du coup, les choses ont évolué, des chercheurs ont proposé des critères un peu plus proches de la réalité, et ce qu'on confondait souvent, c'était surtout cette notion de rémission complète et de réponse thérapeutique, c'est-à-dire qu'il fut une époque où on acceptait que le patient garde certains symptômes. Maintenant, il est hors de question, il faut une rémission complète, une rémission syndromique, c'est-à-dire qu'il ne remplit plus les critères diagnostiques de la dépression et que les échelles s'abaissent de plus de 50%. C'est ce qui a permis aussi d'introduire une nouvelle conception, celle de la guérison, qui y est non seulement la rémission, mais une amélioration au niveau du fonctionnement. Et pour ce faire, il a été proposé des critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont applicables et appliqués depuis plusieurs années maintenant dans le domaine de la recherche, et qui ont permis de faire actuellement cette proposition en termes de stratégie thérapeutique. Pour traiter une dépression, il y a plusieurs phases. Il y a la phase aiguë de traitement, c'est le début, et là on peut observer une amélioration au bout d'1 à 3 semaines. Au bout de 6 à 12 semaines, on peut déjà avoir une réponse complète. Et là, ce qu'il faut surveiller, c'est le risque de rechute, et c'est pour ça qu'il faut obtenir une bonne rémission. Ma collègue l'a dit tout à l'heure, en cas de rémission partielle, et je devais le reprendre, donc je passerai rapidement, en cas de rémission partielle, le risque de suicide est important. Et continuer le traitement au cours d'une phase de consolidation qui peut aller jusqu'à 12 mois, jusqu'à obtenir la guérison et un arrêt progressif. Certains préconisent même un traitement supérieur ou égal à 1 an pour résumer, et ce pour éviter les récidives. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette diapositive? C'est la notion que le traitement antidépresseur n'est plus un traitement pour traiter la dépression uniquement, c'est un traitement pour prévenir les récidives et les rechutes. Et ça, c'est, je dirais, la révolution un peu intellectuelle qui est sortie et pour laquelle l'industrie pharmaceutique a accepté le challenge, et il y a eu des études avec certaines molécules qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché comme des molécules permettant de prévenir les récidives. C'est-à-dire que même après l'arrêt du traitement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vais le dire de manière très simple. Tout à l'heure, ma collègue évoquait le psychologique et le biologique. Moi, j'ai tendance, lorsque je veux l'expliquer aux patients, et une question qui a été posée tout à l'heure, on part du psychologique, des événements de vie, de maltraitance,
maltraitance, de violence, etc. Mais ça agit sur un cerveau. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une espèce de cicatrice ou de blessure biologique. Et justement, le médicament, il va agir là-dessus. Si cette cicatrice ou cette blessure biologique se maintient, c'est ce qui favorise ce qu'on appelle la vulnérabilité dépressive. Et justement, c'est lorsqu'on a compris ce que je disais tout à l'heure, l'adage qui a déprimé redéprimera, c'est plutôt une faute à la prise en charge thérapeutique et pas une conséquence inéluctable de la maladie dépressive. Un exemple des échelles qu'on utilise, une des plus célèbres, l'échelle de Hamilton, avec des scores bien codifiés. Et je dirais aussi, je faisais référence tout à l'heure au placebo, ça a été dit tout à l'heure, attention, le médicament de la dépression n'est pas pour toutes les dépressions. Il est efficace, et là, les gens qui le comparent au placebo n'ont pas tort, il est efficace dans les dépressions dites sévères et modérées. C'est ce qui est dit dans toutes les recommandations internationales et même dans les recommandations françaises du bon usage des antidépresseurs. Donc pour les épisodes dits légers, il n'y a pas d'utilité ou de nécessité d'utiliser un traitement antidépresseur, ce que je qualifie parfois, moi, du bleu dans l'âme. Il n'y a pas besoin d'antidépresseurs, une psychothérapie peut être suffisante. Et ce traitement est important, bon, c'est une redite, parce que obtenir une réponse thérapeutique suffisante, obtenir une rémission complète, obtenir une guérison, ça conditionne l'avenir en protégeant contre le suicide, qui peut être multiplié par 21 en cas d'épisode dépressif et en cas de rémission partielle par 4, et surtout que c'est associé à d'autres maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Voilà un exemple sur une courbe en fonction de la rémission, et on voit que la courbe en haut, lorsqu'on a une rémission complète, on a moins de récidives sur 10 ans, alors que si on a une rémission partielle, on a beaucoup d'épisodes dépressifs récidivants. On a parlé de cette fragilité, je crois que c'est l'un des meilleurs exemples pour l'imaginer. On considère un premier épisode dépressif comme associé à un événement de vie. Un événement qui peut être un deuil, qui peut être la perte d'un être cher, un licenciement, etc., etc. Mais là où finalement, peut-être qu'on n'avait pas tort sur l'adage qui a déprimé redéprimera, c'est que la répétition des épisodes dépressifs fait que la personne devient tellement sensible que, au fur et à mesure que les épisodes se répètent, le nombre d'événements de vie qui interviennent diminue. C'est comme si cette dépression devenait finalement quelque chose d'automatique. Et effectivement, c'est ce qu'on observe aussi au niveau biologique, c'est la machine qui est impliquée, c'est la machine du stress, c'est qu'à un certain moment, à force de réagir, elle finit par s'aplanir et à réagir de manière inadéquate. Pour vous montrer aussi les conséquences de cette machine du stress, cette machine neurotoxique, et là on prend l'exemple de la dépression, d'une maladie qui s'appelle la maladie de Cushing, où on a le cortisol qui est très élevé, c'est l'hormone du stress, et les états qu'on qualifie d'états de stress post-traumatique, notamment dans cette étude chez les soldats, et on voit que ces 3 maladies qui impliquent cette hormone du stress, il y a une diminution du volume du cerveau et une diminution de la prolifération dendritique au niveau des neurones. Alors, les antidépresseurs, les médicaments de la dépression, comme on devrait les appeler maintenant, je vous ai dit, ils apportent la réponse thérapeutique
et ils préviennent la récidive et la rechute. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent agir contre cette réduction du volume et cet effet neurotoxique? Effectivement, les hypothèses actuelles montrent que les antidépresseurs ont un effet neuroprotecteur et neurotrophique. Et c'est ce qui vient expliquer enfin pourquoi l'adage qui a déprimé risque de redéprimer, c'est que les antidépresseurs, en agissant sur cette cicatrice, vont la guérir, la traiter, et du coup, c'est comme si la personne retrouvait un cerveau tout à fait normal, sans cette vulnérabilité biologique. Exemple, ça date des années 90, lorsque les auteurs ont commencé à s'intéresser à l'effet des antidépresseurs sur les neurones, et pas seulement sur les neurotransmetteurs, et on voit que sous un antidépresseur, en l'occurrence, ça c'était le premier qui a été étudié, la tianeptine, il y avait une amélioration au niveau de la prolifération dendritique, et là des études un peu plus récentes avec une molécule très connue que tout le monde doit connaître, le Prozac, la fluoxétine, où on voit également qu'il y a une prolifération dendritique satisfaisante. Au total, il ne s'agit pas seulement de traiter la dépression, il faut prévenir les récidives et les rechutes. Et pour cela, il faut prévenir également cette vulnérabilité dépressive, et c'est tout l'intérêt d'un traitement médicamenteux. Et même si les recommandations n'insistent pas dessus, je pense que la psychothérapie est un complément important. Ceci d'autant plus que la personne, si elle a présenté plus de 2 épisodes, s'il y a des troubles anxieux associés, si elle vit dans un environnement défavorable, et surtout si les épisodes dépressifs étaient sévères. Et pour favoriser la guérison, il ne faut pas oublier que c'est ce qui se passe malheureusement. Les patients commencent à prendre le traitement au bout de 2 mois, et surtout, vu que la facilité de prise maintenant, c'est un comprimé le matin ou un comprimé le soir, et au bout de 2-3 mois, les gens se disent finalement, qu'est-ce qui m'apporte ce médicament? Il ne me fait plus rien. Alors qu'elle oublie qu'elle n'est plus déprimée. Et du coup, elle l'arrête de manière intempestive. Ce qui se passe, c'est en cas d'arrêt prématuré lors de la phase de consolidation, on a un risque de rechute qui est de 30 à 50%, alors que si la personne continue le traitement, il est de 10 à 15%. Et j'insiste sur cette durée de traitement global qui doit être d'1 an entre l'introduction, la phase de consolidation et l'arrêt progressif. Le risque de récidive sur 1 an, s'il n'y a pas de traitement de maintien, est de 60%, alors que si le traitement est maintenu, ce risque est de 10 à 30%. Et c'est pour cela que le débat actuel, faut-il un traitement de plus d'1 an? Beaucoup de spécialistes disent qu'1 an est suffisant pour un premier épisode dépressif, que cette question ne devrait se poser qu'à partir du 2e, voire du 3e épisode dépressif. Je vous remercie pour votre attention. Alors merci beaucoup, professeur Saoud, pour votre intervention. Comme tout à l'heure, on va passer un temps de questions-réponses. Je vous laisse vous manifester, et donc on a une quinzaine de minutes également. Monsieur. Bonsoir. J'aurais voulu savoir quels sont vos éventuels liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Si on appelle les liens d'intérêt de type conflictuel, associé ou payé, non. Si c'est pour des conférences en tant qu'expert, oui. Comme pour ce soir, mais ce n'est pas l'industrie pharmaceutique. Non, je confirme. Merci. Merci. Ah, madame. Ça marche ou pas? Oui. Moi, je voulais savoir, vous avez beaucoup insisté sur le traitement permettait justement que les personnes ne se suicident pas.
Or, j'ai des exemples approches de personnes qui étaient sous antidépresseurs et qui se sont quand même suicidées. Et du coup, je me demandais si le traitement était bien adapté et si justement un antidépresseur mal adapté pouvait justement conduire au suicide. Alors, la question du suicide sous antidépresseur se pose en début de traitement. C'est pour ça qu'on considère qu'il faut une surveillance accrue. Mais on a des données qui montrent clairement que sur la durée, le traitement antidépresseur protège contre le suicide. Mais en début de traitement, oui. Et maintenant, on commence même à avoir des explications, à savoir ce qui se passe un petit peu. Il y a ce qu'on appelle un syndrome d'hyperréactivité, qui peut se produire les 15 premiers jours du traitement, et qui peut lever, c'est le terme qu'on utilise, une levée d'inhibition qui fait que la personne passe à l'acte. C'est pour ça qu'on insiste sur la surveillance. Chez les moins de 25 ans, on recommande fortement que ça se fasse en milieu hospitalier. Et si ce n'est pas le cas, c'est au moins une consultation toutes les semaines. Alors, on a une troisième question ici. Merci. J'ai deux questions, en fait. La première question, c'est de savoir si certains types de psychothérapie sont plus ou moins indiqués pour la dépression. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on a mesuré aussi la réparation du cerveau qui peut se faire juste avec une psychothérapie ? Alors, si on tient compte des recommandations de type, je dirais, evidence-based medicine, ou la médecine basée sur les preuves, on recommande essentiellement aujourd'hui les thérapies comportementales et cognitives et les thérapies interpersonnelles qui sortent du lot. Moi, j'ai une préférence pour les recommandations de la société allemande, l'association allemande de psychologues, qui préconise qu'en fonction de la personne, toutes les psychothérapies sont adaptées, à condition de respecter un délai de 15 jours avant de débuter la psychothérapie. Et je trouve ça très judicieux. Ça permet de s'assurer qu'on est face à quelqu'un qui a effectivement une dépression et qui peut s'engager dans le soin. Votre deuxième question, c'était ? Les modifications cérébrales. Oui, on a des études qui montrent que des techniques dites non biologiques peuvent s'accompagner de modifications cérébrales. Bon, moi j'ai une question qui est celle de la durée du traitement. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la même situation que j'ai connue pendant toute ma carrière avec l'épilepsie, où le but c'est de supprimer les crises. Et quand le patient est resté 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans sans crise, sur quels critères on peut s'autoriser à arrêter le traitement sans augmenter le risque de récidive? Alors, toute l'épileptologie a essayé de définir des critères biologiques, électroencéphalographiques, prédictifs, et je voulais savoir si dans le cas de la dépression, dans le débat actuel, il y a des indices qui permettent, chez un patient donné, et non pas de façon statistique, de savoir s'il faut poursuivre ou pas, ou si ce patient est à un risque plus élevé de récidive qu'un autre en cas d'arrêt de traitement après 1 an. Est-ce que tous les patients sont les mêmes? Est-ce qu'on a des facteurs prédictifs? Alors, le premier facteur prédictif, c'est le nombre d'épisodes antérieurs. Et le deuxième, la série de deuxièmes facteurs prédictifs, ils sont plus intrinsèques à la dépression elle-même. C'est caractéristiques psychotiques. Et deuxièmement, si l'environnement est défavorable. Ceci étant dit, dans les recommandations, on reste quand même prudent. Les durées au-delà de 2 ans ne sont justifiées que pour plus de 3 ou 4 épisodes. Et là, on revient un peu au même schéma, enfin par rapport à l'épilepsie, on revient au même schéma que pour la schizophrénie, un premier épisode. Certains disent qu'il faut aller jusqu'à 5 ans, et après, c'est au profil du patient. Soit on entame une diminution progressive,
Et cette diminution progressive, elle sera de nature non seulement à évaluer le risque de récidive, mais à affiner le diagnostic, parce que peut-être qu'on est face à une dépression qui est une entrée dans un trouble bipolaire, soit on est face à une dépression qui vient annoncer un autre trouble de type dysthymie, qui est une dépression au long cours et qui nécessite d'autres prises en charge. Ah, ça marche. Donc je passe la parole à monsieur. Bonsoir. Je vous ai entendu dire beaucoup de bien du traitement et tout ce qui est aussi de la psychothérapie. Je voulais savoir s'il n'y avait pas aussi des côtés négatifs et si oui, quels sont-ils? Côté négatif, c'est, je dirais, utiliser ces médicaments pas à bon escient. S'ils n'ont pas d'intérêt, les utiliser dans une dépression légère, ça n'a aucun intérêt. Comme on le voit malheureusement encore, des patients qui sont sous antidépresseurs à des doses infrathérapeutiques depuis 20-30 ans, ça n'a aucun intérêt. C'est, à part la surveillance, comme a évoqué Madame tout à l'heure, la levée d'inhibition au début de traitement avec le risque de passage à l'acte suicidaire, oui, c'est une réalité, mais sur le long cours, je le répète, ça protège contre le suicide. Il y a quand même des effets secondaires décrits dans les notices. Ils n'ont pas été inventés. Ah, si. Non, attendez. Les effets secondaires, c'est les effets secondaires aussi qui ressemblent au Doliprane. Si on prend les effets secondaires, par exemple, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les plus importants sont, en début de traitement, c'est des troubles intestinaux. Sur le long cours, les effets indésirables sont plus rares. Mais il en existe. Ah ben, comme pour tout médicament a des effets secondaires, a des effets indésirables. Mais c'est avec une fréquence... Je vous donne un exemple pour vous montrer quand même que c'est une inquiétude à la fois de la part du législateur et du corps médical. Il y a quelques années, aux États-Unis, on a constaté un risque de mort subite avec un antidépresseur. Immédiatement, il a été imposé de réaliser un ECG avant de mettre en place ce traitement. Et certaines associations sont allées plus loin en disant maintenant pour tous les antidépresseurs, par prudence, il faut faire un électrocardiogramme parce qu'on ne sait pas si la personne a un trouble, c'est des troubles très rares du rythme cardiaque qui sont en plus furtifs. Parfois on entend parler d'un sportif qui est tombé dans le terrain. C'est des troubles du rythme qui peuvent passer inaperçus et c'est pour cela que les législateurs, même en France depuis 2005, il est recommandé, fortement recommandé, de faire un électrocardiogramme à l'instauration du traitement et en cas de modification de dose. Et pour tous les autres médicaments, si on prend un antidépresseur, un antidépresseur qui est sorti il y a quelques années, qui a des effets secondaires bien identifiés au niveau hépatique, par comparaison aux autres, il y a un plan de surveillance qui accompagne la prescription de ce traitement. On ne peut pas le prescrire comme ça. Merci. Donc j'en avais une question ici. Bonsoir. Trouvez-vous normal que les antidépresseurs soient prescrits par des médecins généralistes plutôt que par des psychiatres? J'ai dit tout à l'heure que la dépression standard, c'est le rôle du médecin généraliste. Parce qu'on ne peut pas, vu le nombre de psychiatres, vu les délais d'attente, si on doit tomber comme dans le système anglais, où on vous rappelait tout à l'heure sur l'évolution de la dépression 6 mois à 24 mois, délai d'attente de 6 mois, donc à quoi ça sert de traiter une dépression? Donc autant
aller au plus vite, et c'est pour cela que toutes les recommandations internationales, et c'est pour ça que même l'Organisation mondiale de la santé préconise que même des non-spécialistes de la santé mentale puissent prescrire ce traitement. Alors, il y avait une question ici. Bonsoir. J'ai une question par rapport au fait que vous avez dit que la France était particulièrement... Bonsoir. Ah oui. Je voulais savoir par rapport au fait que la France était particulièrement touchée, pourquoi est-ce que c'est si mal pris en charge? Pourquoi est-ce qu'on a vraiment du mal à trouver des spécialistes pour faire prescrire? C'est pas tellement la difficulté à trouver des spécialistes. Selon le dernier rapport de l'INPES en 2010, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à aller chez le psy. En tant que jeune adulte, moi je témoigne que c'est difficile parce que déjà, rien qu'avoir un rendez-vous, c'est compliqué en fait. Et j'avais tenté quand j'avais 18-19 ans d'aller à la maison des ados, qui était faite pour ça, qu'on m'avait conseillé, j'en avais parlé avec mon médecin. J'y suis allée, on m'a dit écoutez, vous êtes trop vieille pour être prise en charge. J'ai pas les moyens en tant qu'étudiante d'aller voir un psy, à part le psychiatre qui est remboursé, mais je trouvais ça excessif à l'époque. Je trouve qu'on n'est pas assez guidé et qu'on nous accompagne pas assez. En tout cas pour la tranche des jeunes adultes, je sais pas pour les autres. Mais ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à l'heure, je donnais un exemple par rapport aux dépressions dites légères que la psychothérapie suffit. Donc, théoriquement, ça peut être pris en charge par les psychologues dans les cabinets libéraux, sauf que ce n'est pas remboursé par la Caisse Assurance Maladie. Et il y a une expérience qui a été lancée, je ne me rappelle plus dans quelle région, pour les jeunes de 6 à 25 ans, c'est ça? Une expérience sur le remboursement. Sur le remboursement de l'acte des psychologues dans le privé, sur certaines régions en France, c'est 6-25 ans, je crois. 21? Voilà. Donc il y a une expérience, alors que je citais également l'exemple allemand. Chez les Allemands, les actes de psychothérapie sont remboursés. Après, c'est des choses très politiques. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qui nous dépassent. Et c'est pour cela ce qu'on appelle maintenant le parcours de soins, qu'on essaie d'identifier avec le médecin traitant. Encore faut-il, je vois encore des patients qui, le médecin traitant est mort, ils ne trouvent plus de médecin traitant. Ah, on a une question ici. Oui, vous avez parlé de la psychothérapie comme thérapeutique non médicamenteuse qui pourrait traiter la dépression. Et je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de l'activité physique aussi pour ce qui est du traitement de la dépression. Parce que je sais qu'il y a des études qui ont été faites dessus. Et donc, c'était savoir ce que vous en pensiez un peu. L'activité physique n'est pas curative pour la dépression, elle est préventive pour la dépression. L'activité physique est fortement recommandée au moment où on commence à arrêter le traitement. Ceci étant dit, je me rappelle moi dans mes souvenirs d'études de médecine, chaque cours, n'importe quelle maladie, diabète, grippe, ça se terminait bonne règle hygiéno-diététique. On l'avait oublié pendant très longtemps parce qu'on a pensé qu'on était devenu très fort avec les médicaments. Là, on revient à une certaine réalité et effectivement, on recommande les bonnes mesures d'hygiène de vie. Ceci étant dit, attention, activité physique, c'est pas sport. Sinon, les sportifs n'auraient pas de maladie mentale. Une autre question? Ah oui. Bonsoir, rebonsoir. C'était plus une remarque par rapport aux effets secondaires des médicaments et pas forcément ceux qui traitent que la dépression ou quand ils sont mis en mélange avec certains, c'est la prise de poids qui a un effet secondaire très fort et on voit dans les populations des jeunes adultes au niveau identitaire aussi à quel point ça peut être un petit peu un cercle vicieux. Le fait d'avoir un traitement qui psychiquement va apaiser, permettre de travailler certains symptômes ou certains traumatismes, mais de prendre 5, 10, 15 kilos et d'avoir une image du corps et une identité
complètement renouvelle, à se réapproprier. Et c'est vrai que ça, c'est un bénéfice-risque assez compliqué à peser et qui en même temps doit faire, je pense, l'objet peut-être d'une attention particulière pour les acteurs des prises en charge actuelles. Effectivement, vous avez raison. Cette notion de prise de poids est plus importante avec les molécules dites antipsychotiques qu'avec les antidépresseurs. Dans les antidépresseurs, il y en a même certains qui sont détournés de leur utilisation en tant qu'antidépresseurs pour maigrir. On a une question ici. Oui, c'était pour savoir s'il y avait des causes, enfin trouver pourquoi en France on a des taux aussi importants de dépression et puis je sais de suicide. Parce que bon, voilà, j'imagine qu'il y a des travaux, nombre de travaux que je voulais savoir pourquoi. J'ai essayé de chercher. La seule chose que j'ai trouvée, c'est la région d'Auvergne et du Limousin où les taux sont les plus importants du fait d'un vieillissement important de la population. À part ça, j'ai pas trouvé d'autres. Et même l'étude était intéressante. Même le fait que, en fonction du taux de chômage, ça n'impactait pas la dépression. C'était essentiellement l'âge, le milieu rural et ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'isolement social. Vous avez parlé de psychothérapie, mais je voulais savoir ce que vous pensiez de l'EMDR et de l'hypnose associée aux médicaments. Alors, l'EMDR, à ma connaissance, c'est essentiellement pour tout ce qui est état de stress post-traumatique. Pour la dépression, d'après les études, il n'y a pas d'études qui montrent une efficacité supérieure aux autres. Concernant l'hypnose, elle est toujours d'actualité dans les autres psychothérapies. Oui, on va prendre une question, c'est bientôt la fin de la soirée. Bonsoir. Moi, j'avais juste envie de vous demander quelques précisions par rapport à ce qui a été évoqué au début, à savoir les effets irréversibles, les effets neurotoxiques qui auraient des conséquences irréversibles. Je pensais que la plasticité, que ce côté irréversible n'était pas vraiment avéré. Donc, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Et également, aux comorbidités que vous évoquiez tout à l'heure et aux risques cardiovasculaires, est-ce que c'était uniquement lié à la dépression en elle-même ou est-ce que c'était justement les effets du stress voilà. Si vous pouviez m'en dire un peu plus. Merci. Concernant la première question sur la plasticité, il n'y a pas de déterminisme à 100%. Ce qu'on sait sur l'étiologie de la dépression au jour d'aujourd'hui, c'est l'implication de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Donc vous imaginez bien, tant qu'on n'a pas encore cerné cette susceptibilité génétique dans sa globalité, encore ce matin on parlait de nouvelles méthodes de mosaïque ou je ne sais pas quoi dans la schizophrénie, enfin des découvertes qui risquent de bouleverser un peu nos connaissances. Donc il n'y a pas quelque chose d'inéluctable. Il y a des facteurs qui agissent et les facteurs de l'environnement, malheureusement on a beau faire toutes les échelles du monde pour les mesurer, je suis désolé, on n'a pas atteint encore le caractère obsessionnel de nos voisins nordiques qui sont capables de mesurer l'impact en fonction du nombre de personnes par pièce ou par mètre carré, ou la prévalence de certains troubles en fonction de la distance par rapport au premier dispensaire. Donc malheureusement, on n'a pas encore ces mesures. Eux, il suffit d'éternuer pour être enregistré dans un registre. La deuxième question. C'est associé au stress. C'est associé au stress.
Et on le voit revenir, on l'a vu récemment revenir avec tout ce qui est théorie inflammatoire sur la dépression. Et là, on rentre de nouveau dans un grand débat, la collègue l'a dit tout à l'heure, c'est très facile de notre côté en tant que psychiatre, lorsqu'on voit arriver quelqu'un avec une dépression et qui fait une pathologie cardiaque par la suite, mais lorsqu'un patient vient avec une pathologie cardiaque déjà connue et qu'il fait une dépression, là on est plus sûr si on parle de la même dépression ou de la même origine. On va prendre une dernière question. Bonsoir. Alors en fait, moi ce que je me demandais, c'est que tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait du coup 90% des personnes qui suivaient le traitement qui du coup étaient en phase de rémission. Et du coup ce que je voulais savoir, c'est comment le psychiatre et le psychologue réagissent face à une personne qui fait partie des 10% du coup et dont le traitement ne fonctionne pas. Merci. C'est, vous savez, dans la prise en charge, en principe, on a des niveaux d'action. Si une première molécule ne marche pas, on passe à une deuxième molécule. Si la deuxième molécule ne marche pas, on passe à ce qu'on appelle potentialiser. On associe des médicaments. À l'extrême, il y a des techniques dites biologiques non médicamenteuses. Une qui a, je dirais, mauvaise réputation malgré son efficacité, l'électroconvulsivothérapie. Et depuis peu, dans certains pays, vient d'être homologuée et agréée par les assurances maladie une nouvelle méthode thérapeutique. Après échec d'un seul traitement médicamenteux, c'est ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Notamment aux États-Unis, Canada, Israël, Australie, c'est validé et remboursable par leur caisse assurance maladie depuis 2010. Ben écoutez, cette soirée touche à sa fin. Je tiens, comme le professeur Boguer l'a fait tout à l'heure, à remercier d'une part les intervenants, donc le professeur Saoud et Mélanie Sève, Ivana Beloin, qui ont gentiment passé leur mercredi soir avec nous. Bien évidemment, remercier vous tous qui êtes venus si nombreux pour cette soirée. Merci beaucoup et à très bientôt.